Bonjour, Monsieur le Président. Mais Monsieur Pignon, pardon, mais avant de commencer, je voudrais, en tant que chef de l'État, présenter mes condoléances à la famille de Vailly, originaire du Nord, dont Camille, la fillette de 10 ans, a été tuée lors de l'attentat ignoble de Marrakech, et j'accueillerai les corps de nos 8 compatriotes cet après-midi, au nom de la nation tout entière. Mais puisque je suis ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, je voudrais qu'on pense à Camille et à sa famille. Et je suis sûr que vous comprendrez que je souhaite également associer à la minute de silence que je vais vous demander un élu du Nord, Patrick Roy, dont le décès nous a tous peinés et qui avait combattu avec beaucoup de dignité contre une maladie très douloureuse. Et l'ensemble de l'Assemblée nationale lui avait manifesté son respect pour l'attitude très digne qui avait été la sienne. Et je crois que personne ne serait choqué que nous fassions une minute de silence pour Camille et pour Patrick Roy. Je vous remercie. Monsieur Pignon, excusez-moi, mais... Bonjour, Monsieur le Président. Je suis donc le directeur régional de l'ADEME, chargé de vous souhaiter la bienvenue ici, à Sportica Gravelines, et de jouer le rôle de modérateur pour cette table ronde sur la politique énergétique de notre pays. Un petit mot pour situer ce territoire dans lequel vous êtes, Monsieur le Président, pour notre belle région Nord-Pas-de-Calais, tant impliqué historiquement dans la politique de production d'énergie de la France, qui a vu naître récemment les Assises nationales de l'énergie, du climat à Dunkerque, qui a vu naître un tout petit peu moins récemment le tri sélectif en France, ici même à Gravelines, des déchets matières. Un seul chiffre que je vous propose pour situer, je le disais, cette région. Ce chiffre, il est issu des travaux en cours, du schéma régional climat-air-énergie que pilote Monsieur le Préfet, avec son partenaire Cancer Régional. Ce chiffre, c'est celui de la consommation d'énergie de cette région, de la demande d'énergie. Elle représente 13 millions de tonnes équivalent pétrole. Pourquoi ce chiffre? Pour 3 raisons. La première, cette consommation eût été de 15 millions de tonnes équivalent pétrole et non pas de 13, s'il n'y avait pas eu, porté par les acteurs économiques, porté par les élus, porté par les citoyens, déjà une vingtaine d'années d'efforts sur l'efficacité énergétique. Et donc pour asseoir, pour engager sur de bons fondements les politiques de production d'énergie, ce pilier incontournable de l'efficacité énergétique, nous en mesurons toute la valeur ajoutée dans cette région Nord-Pas-de-Calais. La deuxième raison, c'est pour situer cette région dans le panel national. Cette consommation d'énergie, 13 millions de tonnes équivalent pétrole, c'est 8% de la consommation de la France en énergie. Les entreprises représentent en moyenne 23% de la consommation nationale d'énergie. Ici, en Nord-Pas-de-Calais, c'est 49%. Vous mesurez bien évidemment le poids du tissu économique, le poids de l'industrie dans notre région. Puis la troisième raison, c'est tout simplement pour vous faire partager toute la panoplie de la production classique, conventionnelle, de la production d'énergie renouvelable, de la récupération de chaleur. Même, vous avez par exemple ici, je ne peux résister à vous citer cet exemple-là, sur le site d'ArcelorMittal, la plus grosse captation, la plus grosse récupération de chaleur industrielle de France pour chauffer les logements sociaux de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc vous avez toute la panoplie de la
de différentes façons de produire de l'énergie dans cette région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, une façon, Monsieur le Président, très réduite, avec un seul chiffre, une fois n'est pas coutume, pour vous positionner le débat de cette table ronde. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est que nous attaquions tout de suite les 3 temps forts qui vont structurer cette table ronde. Le premier temps fort va être consacré au thème de la sûreté nucléaire. Le second, au lien entre énergie et compétitivité économique, justement. Et puis le troisième, peut-être plus large, il va être consacré, dédié à la politique énergétique de la France et au fameux mix énergétique sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Premier thème, donc, 2 intervenants vont se succéder consécutivement. Ce que je demande à chacun des intervenants, c'est d'être extrêmement concis dans son intervention et de poser les questions au président qu'il vous sied. Les 2 intervenants, et je leur donne de ce fait la parole, sont M. Bruno Deschamps, le responsable de la sûreté et de la qualité au CNPE de Gravelines, auquel succédera M. Bertrand Ringot, notre hôte, monsieur le maire de Gravelines. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, la sûreté nucléaire est une priorité absolue et une préoccupation permanente dès la phase de conception jusqu'aux phases d'exploitation de nos réacteurs. La sûreté nucléaire au sein d'EDF, c'est une culture de l'entreprise, une culture pour les salariés, pour gérer les événements que nous connaissons et les événements improbables que nous pourrions connaître. Donc, si je devais parler de sûreté nucléaire aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amélioration de la sûreté nucléaire au quotidien. Donc je voudrais vous la décrire suivant 3 grands principes de manière très simple. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le réexamen de sûreté. Outre le fait d'apporter toute l'importance à la sûreté nucléaire au quotidien, nous intégrons toutes les évolutions technologiques, le retour d'expérience des événements qui se passent dans le monde, bien évidemment aussi l'évolution de la nature des risques afin de rehausser le niveau de sûreté. C'est ce que l'on appelle, entre autres, les visites décennales. Par ailleurs, à Gravelines, cette année, nous allons avoir la 3e visite décennale sur l'une de nos unités de production. Donc, pour améliorer la sûreté, nous réalisons de nombreuses modifications et EDF investit chaque année de l'ordre de 2 milliards d'euros pour améliorer la sûreté de nos réacteurs. Le deuxième point, c'est le retour d'expérience. Tous les accidents nucléaires sont décortiqués, analysés, afin d'en tirer les enseignements pour progresser en termes de sûreté. Alors, bien évidemment, l'accident qui s'est produit à Fukushima attire toute notre attention et nous allons intégrer des évolutions vis-à-vis de nos procédures, vis-à-vis de nos référentiels d'exigence, vis-à-vis de la gestion de crise et les moyens humains et matériels associés, tout cela pour progresser vis-à-vis de la sûreté. Nous allons aussi contribuer activement aux audits qui vont être réalisés par l'autorité de sûreté nucléaire et nous en tirerons tous les enseignements pour progresser encore sur nos installations. Le dernier volet que je voulais développer, qui est un point important aussi, c'est l'organisation autour de la gestion de crise. Notre point fort, c'est l'entraînement et la formation de nos équipes, à la fois sur les situations de pilotage normales, mais aussi sur les situations dégradées, qu'on appelle les situations incidentelles ou accidentelles. À titre d'illustration, à Gravelines, nous réalisons juste pour Gravelines 210 000 heures de formation pour nos agents chaque année. Et sur ces 210 000 heures, 32 000 heures sont consacrées à l'entraînement sur simulateur. Un simulateur, c'est une réplique exacte d'une salle de commande. La gestion de crise dans son ensemble, elle est aussi testée tout au long de l'année. Nous réalisons de nombreux exercices, une dizaine par an, dont un certain nombre avec l'association des pouvoirs publics. Et donc, pour terminer mes propos, le dernier exercice que nous avons réalisé a été réalisé le 18 janvier de l'année 2011 avec la contribution des pouvoirs publics et puis une grande mobilisation, quasiment la mobilisation complète de la commune de Gravelines. Merci, Monsieur le maire. Bien, bonjour Monsieur le Président.
Tout d'abord, vous souhaitez officiellement la bienvenue ici en mairie de Gravelines, au nom du conseil municipal et au nom de l'ensemble des élus présents dans cette salle, élus du Nord-Pas-de-Calais. Alors bien évidemment, la sûreté des installations et la protection des populations est pour nous un élément principal de suivi au niveau de ce qui se passe au niveau de la centrale nucléaire de Gravelines. Je dirais en premier lieu que nous avons instauré une relation de confiance depuis plus de 30 ans avec la centrale nucléaire de Gravelines, avec l'ensemble des directeurs, j'en aperçois certains dans la salle. Cela, nous le devons bien sûr au lien étroit entre les personnels d'EDF et les élus, mais aussi, j'insisterai sur ce point, sur la présence à Gravelines des agents d'EDF, c'est-à-dire qu'ils habitent sur la commune. C'est un point important car j'ai pu le constater en me rendant à l'étranger, ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays qui accueillent une centrale nucléaire. Donc la politique de logement d'EDF sur place, et je me tourne vers Monsieur le Président d'EDF, est pour nous un élément essentiel. 900 familles sont logées ici sur Gravelines, donc c'est un gage auprès des populations de sécurité et de fiabilité quelque part aussi de l'installation. Et puis bien évidemment, nous avons les outils réglementaires de suivi. Nous avons mis en place un plan de sauvegarde communal en 2004 que nous avons testé à 4 reprises avec les services de la préfecture. Et puis nous avons aussi la commission locale d'information de la centrale, mise en place dans le cadre de la circulaire ministérielle de Pierre Mauroy en 1981. CLI qui réunit une centaine de personnes, 50% d'élus, 50% de représentants de la société civile qui se réunissent régulièrement et qui, quelque part, posent toutes les questions nécessaires à l'exploitant. Donc cette CLI fonctionne bien. Cependant, il y aurait lieu, à mon sens, Monsieur le Président, de structurer encore davantage cette commission locale d'information et de voir le problème du financement, qui est certes prévu par la loi TSN de juin 2006, mais qui n'a pas été mis en œuvre à ce jour. Celui-ci est donc assuré le financement par le Conseil général du Nord, la communauté urbaine de Dunkerque et l'autorité de sûreté nucléaire. Et puis bien évidemment les exercices, cela a été évoqué par mon voisin, exercice du 18 janvier 2011, où nous avons testé pour la première fois, à grandeur réelle, si je puis dire, l'évacuation de tout un quartier. Alors bien évidemment des éléments favorables, des éléments d'amélioration, comme toujours, mais une volonté d'aller de l'avant et de se familiariser, certes à l'improbable, mais d'essayer de s'y familiariser malgré tout. Donc je terminerai mon propos, Monsieur le Président, en insistant également sur la dimension publique de la production nucléaire dans notre pays, que je juge indispensable à maintenir pour faire en sorte que nous ayons une fiabilité et aussi une culture publique de la production nucléaire dans notre pays qui, au regard des 30-40 dernières années, a quand même porté ses fruits tout à fait favorablement. Je vous poserai cette question, Monsieur le Président, et vous demanderai de bien vouloir nous indiquer, au regard des événements du Japon, quelles conséquences pense tirer la France sur le plan de la sûreté nucléaire au regard de l'expérience tragique de nos amis japonais. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. D'abord, ce que nous ne ferons pas après l'accident de Fukushima, nous ne renoncerons pas à la filière nucléaire. Je veux que les choses soient claires, que le pays soit informé et que les Français comprennent. Je crois au progrès. La France n'a pas d'énergie fossile. Et des visionnaires ont engagé, il y a quelques décennies, la France dans la voie du nucléaire. Ce sont des visionnaires. Et grâce à cela, la France, qui n'a pas d'énergie fossile, produit 80% de son électricité de manière indépendante. Ce choix de visionnaire du général de Gaulle a été confirmé par tous les présidents de la République qui l'ont suivi, de gauche comme de droite. Le nucléaire est un choix stratégique pour notre pays. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite, d'opposition ou de majorité, c'est une question d'intérêt national. Je le dis avec gravité, parce qu'on n'a pas le droit de jouer sur des peurs moyenâgeuses pour remettre en cause des choix qui font la puissance de notre pays. À ceux qui demandent qu'on sorte du nucléaire, est-ce qu'ils sont prêts à expliquer aux Français que l'électricité leur coûtera 4 fois plus cher? Est-ce qu'ils sont prêts à trouver les 45 milliards d'euros pour compenser? C'est irresponsable. Mais je vais même aller plus loin, Monsieur le maire.
la proposition de moratoire est irresponsable. Pourquoi? Parce que le nucléaire, soit on l'assume, soit on ne l'assume pas. Mais le moratoire, ça veut dire qu'on garde ce qu'on a, mais qu'on arrête de chercher et de progresser dans la sécurité. Ça veut dire qu'on ne forme plus des jeunes pour travailler dans la filière nucléaire. Comprenez-moi. Il y a ceux qui sont contre le nucléaire, c'est leur choix, et je n'ai pas à le qualifier. Il y a ceux qui pensent que c'est un atout, c'est le choix d'une immense majorité de Français. Mais arrêtez, stoppez, nous avons 58 centrales, 2 centrales en construction. Le choix du moratoire, c'est tuer la filière. Parce que la filière a besoin de travailler. Vous prenez la centrale de Gravelines, que vous connaissez mieux que moi, monsieur le maire, excusez-moi. Elle est plus sûre aujourd'hui, en 2011, qu'elle ne l'était en 1970 à sa création. Monsieur Deschamps pourrait le confirmer. Pourquoi elle est plus sûre? Parce qu'il n'y a pas eu de moratoire. Parce que le retour d'expérience, parce que la recherche. Je déjeunais hier avec Nathalie Kosciusko-Morizet et des ONG. Il y a une ONG qui m'a dit il faut arrêter et mettre un moratoire sur Flamanville. Je dis mais monsieur, vous vous rendez compte, vous me demandez de mettre le moratoire sur la centrale nucléaire qui sera la plus sûre de France, puisque la plus moderne. Vous me demandez d'arrêter la seule centrale qui aura une double coque, puisqu'elle est la plus moderne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Troisième remarque, pour répondre naturellement, je ne vais pas fuir. Et encore une fois, ce n'est pas une affaire de politique partisane. Il y a fort heureusement des partisans du nucléaire dans toutes les formations politiques. Il y a fort heureusement des gens qui ont du sang-froid dans toutes les formations politiques. Du sang-froid. Du sang-froid. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima? Ce n'est pas un accident nucléaire. Tchernobyl est un accident nucléaire, avec un moteur mal conçu, qui a payé ses défauts de conception. Au Japon, où nous nous sommes rendus avec Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a eu un tremblement de terre de niveau 9,5, le deuxième dans l'histoire du Japon. La centrale a été construite dans les années 70. Les bâtiments ont parfaitement résisté au tremblement de terre et les moteurs se sont arrêtés. Je parlais avec les responsables de la centrale de Gravelines, ils me disaient, je leur demandais en termes de séisme où est-ce que vous en êtes. Ils me disaient, écoutez, on a pris l'histoire de la région depuis 1000 ans et on a calculé la résistance de nos bâtiments sur 2 fois la puissance du plus important des tremblements de terre dans la région depuis 1000 ans. Et ce qui s'est passé au Japon, c'est qu'un tsunami invraisemblable. Songez qu'à certains endroits, la vague était haute de 30 mètres, vous imaginez, qui a cassé l'alimentation d'électricité et donc bouleversé le système de refroidissement. Mais quand j'entends qu'on va faire un moratoire au centre de pays où il y a un fleuve qui borde la centrale, je me demande si on raisonne. Je me demande parfois si cette espèce de climat de peur qui règne, pourquoi? Pour vendre du papier? Pour affoler les gens? Alors, naturellement que le choix du nucléaire, et vous avez compris mon engagement, mais le choix du nucléaire va de pair avec le plus haut niveau de sûreté qui soit. On ne peut pas, on n'a pas le droit, monsieur le maire, vous avez raison, de faire 1 euro d'économie sur la sûreté. Mais je vais préciser une chose que je n'ai jamais dite. Sur la sûreté en France et sur la sûreté à l'étranger des centrales que nous vendons. Pourquoi avons-nous perdu certains marchés nucléaires dans certains pays étrangers? Ce n'est pas parce que notre processus était moins bon, il était meilleur, mais plus cher. Parce que nous avons dit, avec le Premier ministre, le ministre de l'Industrie et le ministre de l'Environnement, vous m'entendez, monsieur le maire, qu'il n'est pas question de vendre à l'étranger une centrale qui aurait des règles de sûreté inférieures à celles que nous faisons en France. Le monde est un village. Ça serait totalement irresponsable.
Et j'ai préféré qu'on perde certains marchés importants plutôt qu'on abaisse la sûreté. Et, monsieur le maire, vous me comprenez, ce n'est pas simplement la question du Nord-Pas-de-Calais de la France, c'est beaucoup plus large. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est la France qui a mis à l'ordre du jour du G8 qui va se tenir à Deauville au mois de mai la question de la réglementation internationale, de normes internationales de sûreté nucléaire à l'ordre du jour. C'est nous qui l'avons mis. Nathalie présidera le 8 juin, je crois, une réunion de toutes les autorités de sûreté indépendantes du G20 pour mettre un niveau de sûreté maximum. Enfin, dernière remarque pour essayer de bien répondre aux questions. Excusez-moi si je suis trop large, arrêtez-moi, mais c'est tellement important, tellement fondamental. Nous avons décidé, après Fukushima, de faire un retour d'expérience et d'auditer, pas simplement les centrales, vous m'entendez bien, toutes les installations nucléaires civiles françaises. Je l'ai précisé aux ONG hier, toutes. Mais là encore, est-ce que vous croyez qu'il n'est pas plus raisonnable de décider d'arrêter une centrale après l'audit plutôt que de décider de l'arrêter avant l'audit? Vous, dans le Nord-Pas-de-Calais, vous allez vous chauffer à la bougie? Et comment vous allez faire marcher vos industries si je décidais qu'on arrête tout? Il faut du sang-froid, il faut du calme, il faut raisonner. Et donc, nous allons, d'ici à la fin de l'année, monsieur le maire, auditer toutes les centrales. Alors, il se trouve que Gravelines a l'audit post-Fukushima, plus la garantie décennale. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais naturellement, les deux. Je veux dire, monsieur le maire, l'un des audits ne remplace pas l'autre. Il y aura donc, sur Gravelines, l'audit décennal, plus l'audit post-Fukushima. À ce moment-là, nous rendrons public, les premiers résultats seront disponibles avant la fin de l'année, Nathalie, nous rendrons naturellement public tous les résultats. L'audit ne sera pas fait par l'exploitant, bien que, cher Henri Poglio, nous faisons confiance à l'exploitant naturellement, mais par les autorités indépendantes, et nous sommes d'ailleurs très ouverts pour voir si en sus de ces autorités, il y a besoin d'autres experts. Nous avons décidé de porter un nouveau niveau de contrôle, le niveau européen, puisque la Commission, à la demande de la France, y travaille. Et je vous dis, monsieur le maire, et c'est un engagement que je prends, toute centrale, toute installation nucléaire civile, dont l'audit montrera une faiblesse à la suite des retours d'expérience de Fukushima, sera arrêtée. Voilà. Donc je suis clair, précis, sera arrêté. Mais sera arrêté après l'étude. Pas parce qu'il faut passer aux 20 heures ou parce qu'il faut faire plaisir à je ne sais quelle personne qui va s'agiter et qui va parler pour la première fois de sa vie du nucléaire sans comprendre tout ce que ça représente de travail énergie. Vous parliez des agents d'EDF. Mais moi, je veux rendre hommage à ces générations de femmes et d'hommes extrêmement compétents, engagés dans une filière, et qui tout d'un coup entendent dire qu'être à côté d'une centrale, c'est dangereux, c'est humiliant, c'est blessant pour ces gens-là. Je voudrais d'ailleurs dire que la sécurité s'applique d'abord pour eux. Quand on voit le comportement héroïque des agents de Fukushima, et d'ailleurs l'attitude très digne de nos amis japonais. Alors pour le reste, sur le financement, ça, vous me permettrez, monsieur le maire, de renvoyer au ministre, mais là encore, en résumé, je confirme le choix stratégique du nucléaire pour l'indépendance de la France, je confirme la priorité à la sûreté au plus haut niveau de sûreté dans le monde, et je confirme le choix absolu de la transparence. Nous sommes même prêts à discuter des gens qui seront les experts pour analyser. Enfin, dernier mot, j'aimerais savoir comment la France va respecter ses engagements internationaux s'agissant de l'émission de gaz à effet de serre dont on nous rebattait les oreilles il y a 2 ans, si nous arrêtons le nucléaire qui ne produit aucun
gaz à effet de serre. J'aimerais quand même vous comprenez bien, hein, qu'on ne vienne pas me dire que le choix français pour le nucléaire, c'est uniquement un choix économique. J'affirme, c'est aussi un choix environnemental. Car il n'y a aucune chance de respecter nos obligations en matière de rejet dans l'atmosphère si nous n'avons pas le nucléaire. Hein? Voilà. Et j'aurai l'occasion sur le mix de dire autre chose, mais je veux être très précis pour M. Deschamps et M. Ringot, parce que ce sont des affaires trop sérieuses, et si j'ai voulu venir ici à Gravelines, en ce moment, c'est justement pour mettre un coup d'arrêt à ces propos invraisemblables. On voit maintenant... Alors, maintenant, il suffit de se dire expert pour dire la vérité. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis expert. En général, c'est ceux qui n'ont pas pu être acteurs. Parce que quand on est acteur, on n'est pas expert, on est acteur. Voilà. Et c'est quand même un problème. C'est sérieux de diriger la 5e puissance économique du monde. Et pour vous, quel que soit votre engagement politique, votre situation, c'est tout de l'avenir de l'industrie du Nord-Pas-de-Calais, le potentiel économique d'une région qui a déjà suffisamment souffert du chômage et de la crise, pour ne pas avoir cette attitude, oui, je le crois, un peu moyenâgeuse. Merci Monsieur le Président. Merci messieurs. Nous refermons donc ce premier temps fort pour ouvrir aussitôt le second, consacré, comme je le disais tout à l'heure, à l'énergie et à la compétitivité des entreprises. 2 intervenants à nouveau. Monsieur Henri-Pierre Orsoni, directeur d'ArcelorMittal, et puis Monsieur Bernard Poissonnier, président directeur général de l'entreprise Baudelet. Messieurs, même traitement, vous avez la parole. Monsieur le Président, bonjour. Donc, moi, je suis le directeur général d'ArcelorMittal Atlantique, qui emploie 4000 personnes sur 4 sites industriels, dont 3 dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui aussi génère une activité permanente de 2000 sous-traitants. Donc cet ensemble industriel produit de 6 à 7 millions de tonnes de semi-produits que nous transformons sur place, que nous envoyons dans d'autres usines du groupe. Nous produisons sur place 2,5 millions de tonnes d'acier à haute valeur ajoutée à destination de l'automobile ou de l'industrie en général. Et nous exportons 50% de nos produits. Donc cet ensemble ArcelorMittal Atlantique est reconnu comme un des plus compétitifs d'Europe, dans le groupe ArcelorMittal et vis-à-vis de nos concurrents. Le marché de l'acier en Europe est très cyclique, avec des évolutions fortes de la demande apparente de plus ou moins 20% selon les trimestres. Nous sommes aussi soumis à des fortes variations des prix des matières premières, de l'ordre de 50 à 100% selon aussi les trimestres. Et donc nous devons, comme tout industriel, nous adapter en permanence et améliorer notre performance opérationnelle. Il se trouve qu'en Europe, à ce jour, en matière de coût de l'électricité, nous avons un avantage comparatif, et c'est une bonne chose parce qu'en fait, nous consommons 1840 gigawattheures par an, ce qui représente 40% de la consommation d'ArcelorMittal en France, et ce qui représente environ la consommation d'une ville de 230 000 habitants. Donc ces dernières années, en matière de coût d'électricité, tous les acteurs ont beaucoup travaillé et nous sommes dans ArcelorMittal membres du consortium Excelsium depuis 2006 qui nous garantit un accès à 40% d'électricité à un coût maîtrisé et connu à l'avance, et donc nous en félicitons. Disons, nous avons aussi bien sûr des plans d'efficience énergétique, nous faisons des progrès en interne et donc nous visons dans les années à venir à économiser 10% de consommation d'électricité. Aussi, Monsieur le Président, la question que je souhaite vous poser est la suivante, c'est quelles nouvelles mesures seront prises et que comptez-vous faire pour assurer aux industriels en France un prix d'électricité compétitif et maîtrisé dans les années à venir, afin de nous permettre de conserver notre avantage comparatif dans ce domaine. Bonjour Monsieur le Président. Tout d'abord, je suis très honoré de participer à cette table ronde. Je représente donc effectivement la PME locale, mais même les PME sont préoccupées par les problèmes d'énergie. Je représente donc le groupe Baudelet Environnement, qui est un groupe familial, une vraie PME, régionale et indépendante. Nous employons actuellement 250 personnes dans le domaine de l'environnement. Nous sommes spécialisés dans 3 domaines d'activité: le traitement du déchet au sens large du terme, la valorisation des ferrailles et des métaux,
et le traitement des sédiments et matériaux pollués. Ces 3 activités sont développées sur un seul et même site, dénommé Écoparc, situé à Blaringhem, en bordure de canal à grand gabarit, dans le prolongement du canal Seine-Nord que vous avez inauguré récemment. Notre groupe s'inscrit depuis longtemps dans le développement durable, notamment par le recyclage matière, tels que le carton, les plastiques, le bois ou encore la valorisation de certaines ferrailles et métaux. Dans ce sens-là, nous avons largement anticipé les enjeux du Grenelle de l'environnement. Et depuis plus de 20 ans, j'ai volontairement engagé notre entreprise dans la valorisation énergétique. Comment cela? Eh bien simplement en valorisant le biogaz généré par le stockage des déchets, en l'utilisant d'une part comme combustible pour la fusion de déchets d'aluminium dans une unité d'affinage et en s'en servant comme carburant pour la production d'électricité dans le cadre de moteurs à gaz pauvre. Et nous produisons aujourd'hui 2,2 MW à notre petit niveau de PME. C'est en tout cas le principe même d'une économie circulaire appliquée à une PME locale et avec des emplois locaux. Force est de constater que le traitement du déchet a beaucoup évolué et nous pensons que nous pouvons aller plus loin dans le traitement du déchet en considérant le déchet comme une véritable source d'énergie. C'est précisément cette possibilité de produire de l'énergie à partir de déchets qui peut renforcer la compétitivité, voire sauver des entreprises françaises au regard du prix de leur énergie. Je veux bien sûr parler des nouvelles techniques de traitement de déchets, telles que la méthanisation des déchets organiques ou encore la fabrication de combustibles de substitution au service de l'industrie et en lieu et place ou en économisant des énergies fossiles. Aussi, Monsieur le Président, même si nous avons aujourd'hui quelques difficultés, notamment de tarifaires, on va dire, vous savez que les tarifs de rachat d'électricité de nos pays voisins ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux français. Nous avons aussi des difficultés d'ordre réglementaire, puisque aujourd'hui, un combustible de substitution a toujours le statut de déchet, alors que nous souhaiterions vraiment qu'il soit labellisé, sous réserve qu'il soit normé, mais comme un véritable écoproduit. Du déchet à un écoproduit. Donc, en tout cas, moi, je travaille dans le traitement du déchet depuis plus de 30 ans. Ce que je vois, ce que je sens, et je ne suis pas le seul à le penser parmi mes confrères, nous pensons que l'avenir du traitement du déchet tend déjà de plus en plus vers la production d'énergie renouvelable. Ma question, donc, Monsieur le Président, est simple. Quelles mesures fiscales incitatives pourrait-on imaginer pour encourager la production d'énergie à partir de déchets, autre que l'incinération classique que l'on connaît dans les milieux notamment urbains? Merci, Monsieur Poissonnier. Je vais vous répondre à tous les deux. Peut-être j'ai oublié de dire au maire de Gravelines que, naturellement, dans mon esprit, EDF doit rester public. Vous savez qu'il y a quelques années, en tant que ministre des Finances, j'ai réformé le statut d'EDF. Vous savez pourquoi? Vous êtes européen. C'est parce que EDF, avec le statut qui était le sien, garantissait la dette. Et l'Europe nous a demandé de changer le statut. Ça a été très difficile, mais nous l'avons fait. Mais je crois à la nécessité pour l'État de rester l'actionnaire d'EDF. J'ajoute que si nous avons demandé au Parlement de voter la loi NOM, Monsieur le maire, c'est justement pour éviter
de vendre des centrales nucléaires aux concurrents du privé d'EDF. C'était le choix qui nous restait. Soit la loi Lhomme, qui n'est pas une satisfaction, soit le démantèlement du parc. Vous savez pourquoi? Au nom du respect de la concurrence. Et nous n'avons pas voulu vendre une centrale d'EDF à ses concurrents, publics ou privés. Et c'est donc la réponse que je voulais vous faire. Monsieur Deschamps, l'Allemagne est notre principal concurrent, notre principal partenaire et notre grand voisin. En Allemagne, pour le particulier, l'électricité est 2 fois plus chère. Et pour l'industriel, dites-le bien, monsieur Mittal, 50% de plus. Non. Oui, pour vous, parce que c'est Mittal et parce que vous êtes un groupe mondial. Non, je connais les tarifs, croyez-moi. Donc il a bien fait de choisir la France pour investir. Hein, parce que de l'autre côté, pour un industriel comme monsieur Baudelet, l'électricité vaut 50% plus cher. Non, mais la France n'a pas que des avantages. Mais quand on a un tel avantage, vous vous rendez compte au nom de quoi le refuser. Nous allons, par ailleurs, nous faisons très attention aux tarifs. Les tarifs d'EDF ont augmenté en moyenne d'1,9% par an depuis 2007. Et dans le même temps, EDF a continué à investir puisqu'il a mis sur la période, Henri Proglio pourrait le dire mieux que moi, 40 milliards d'euros d'investissement. Alors, naturellement, c'est là où vient le problème. Il ne s'agit pas de faire que du nucléaire. Après avoir défendu, je le dis à Michel Delbas, à Calais, à tous ceux qui sont ici, après avoir défendu le nucléaire, je défends pour la France le choix du nucléaire et du renouvelable. Mais pourquoi nous faire choisir l'un plutôt que l'autre? Nous avons la chance en France d'avoir des groupes d'énergéticiens considérables, EDF, GDF Suez, Total, Areva. Nous avons la chance d'avoir des groupes de cette nature. Pourquoi devrions-nous nous couper un bras? Donc, non seulement on fait le choix du nucléaire, mais on fait le choix, oui, monsieur Poissonnier, massif des énergies renouvelables. Et nous avons pris des engagements considérables. Ce n'est pas du tout une promesse que je fais là. C'est la pédagogie sur une décision qui a été prise, puisque nous avons pris l'engagement, nous les Français, d'être à 23% d'énergie renouvelable sur 100% d'énergie dont nous avons besoin en 2020. Lorsque je suis devenu président de la République, on devait être un peu en dessous de 9%. Nous sommes aujourd'hui à 13%. Vous avez compris, de part d'énergie renouvelable dans notre énergie. Donc, on va passer de 9% en 2007 à 23% en 2020. C'est colossal. Et alors même que nous confirmons le choix du nucléaire, depuis 2007, nous avons multiplié par 18 nos investissements dans le solaire, par 5 nos investissements dans l'éolien. Avec Nathalie, nous venons de lancer 12 milliards d'euros d'investissements pour des champs éoliens en haute mer. Et les groupes qui sont les nôtres, Christophe Margerie ou Poglio pourraient le dire mieux que moi, ont vocation à développer ces énergies renouvelables parce que, en complément du nucléaire pour l'un, en complément de l'énergie fossile pour l'autre. Simplement, monsieur Poissonnier, il faut comprendre. Vous dites de façon très aimable, alors quel avantage fiscal? Je suis très heureux, ça fait 45 minutes qu'on a commencé. En général, les demandes d'argent arrivent beaucoup plus rapidement, parce qu'on va me dire, c'est pas de l'argent, c'est de l'avantage fiscal. Oui, enfin, ça revient quand même un peu au même. Alors, quel est le problème qui se trouve posé? D'un côté, on me dit, pour la compétitivité, monsieur Orsoni, n'augmentez pas l'énergie pour nos usines. D'accord. De l'autre, on me dit, pour le pouvoir d'achat, n'augmentez pas le prix de l'énergie pour les Français. Mais dans le même temps, on me dit, la sécurité doit être absolue. Donc, il faut augmenter les investissements dans la sécurité. Comment je peux demander à EDF d'augmenter les investissements dans la sécurité et dans la production d'énergie sûre et en même temps ne pas augmenter le prix de l'énergie du tout? Est-ce que je me fais comprendre? Là encore, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, de majorité ou d'opposition.
Si on veut des centrales de plus en plus sûres, et nous les voulons, il faut que l'exploitant puisse continuer à investir. Mais Monsieur Poissonnier, si on veut développer le solaire, si on veut développer la méthanisation, si on veut développer l'éolien, il faut garantir à ceux qui commencent dans ces énergies renouvelables un prix de rachat. Est-ce que je me fais comprendre? Sinon, les gens n'installeront pas des champs solaires, n'investiront pas dans la méthanisation ou n'accepteront pas d'avoir des éoliennes sur le territoire de leur commune. Pour que ça marche, il faut donc garantir un prix de rachat et en plus un acheteur. Or, l'énergie renouvelable, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, coûte plus cher que l'énergie nucléaire. À tous ceux qui me demandent de développer l'énergie renouvelable, et ils ont raison, mais ils devraient avoir le courage de dire aux Français que c'est plus cher. Alors il y a eu toute une polémique parce que nous avons, avec Valérie et Éric, diminué les prix de rachat sur l'énergie solaire. Mais parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les prix étaient tellement généreux, tenez-vous bien, que les objectifs de développement de l'énergie solaire que nous avions pris pour 2020, on les aurait remplis pour 2012 ou 2013. Mais après, si EDF rachète que de l'énergie solaire à tarif élevé, comment voulez-vous qu'elle livre chez vous de l'énergie à bas tarif? Est-ce que je me fais comprendre là aussi? Alors, vous, mes chers compatriotes, quand on vous explique quelque chose, on explique toujours une partie. Qui peut être contre l'énergie renouvelable? Personne. Mais qui dit que l'énergie renouvelable, c'est plus cher que l'énergie nucléaire? Personne. Qui peut être contre la sécurité? Personne. Mais qui dit que la sécurité impose des investissements qui, naturellement, auront un impact sur le prix de revient? Là aussi, il faut avoir le courage d'ouvrir les dossiers devant les Français et pas aller d'une peur irraisonnée à une démagogie déraisonnable, elle aussi. Donc, Monsieur Poissonnier, on a essayé de trouver un équilibre. Pour la méthanisation, l'ADEME a soutenu l'année dernière la valorisation de 300 000 tonnes par an. Je parle sous le contrôle de Nathalie, qui complétera mon propos, elle connaît infiniment cela mieux que nous. Donc, dans les énergies renouvelables, Monsieur Poissonnier, on ne choisit pas l'une. On veut tester toutes les énergies renouvelables, mais je pourrais dire aussi, il y en a bien d'autres, il y a cette formidable inconnue que représente la mer, qui est un potentiel colossal. Vous qui avez la mer du Nord, les grands froids des profondeurs, les marées plusieurs fois par jour. On appelle la Terre, c'est curieux, il y a les 2 tiers de mer, on devrait l'appeler la mer. Et on connaît moins bien ce qui se passe dans les profondeurs que ce qui se passe sur la Lune. Donc Monsieur Poissonnier, ce n'est pas du tout pour dire que je ne suis pas enthousiaste de la méthanisation. Je le suis un peu moins que vous parce que depuis 30 ans, je ne m'occupe pas que de la valorisation des déchets, mais je vois bien ce qu'on peut obtenir. Mais sur les énergies renouvelables, nous voudrions avoir le focus le plus large, l'investissement le plus lourd. Nous allons mettre 250 millions d'euros pour le développement des démonstrateurs dans le domaine de ce que vous avez appelé l'économie circulaire. On met avec le grand emprunt 250 millions d'euros. Mais nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de dire quelle est l'énergie renouvelable la plus prometteuse. Donc on investit dans toutes les énergies renouvelables pour voir celle où la filière sera la plus porteuse pour nous, les Français. Alors, c'est vrai que les Allemands sur le solaire et l'éolien ont pris de l'avance sur nous parce qu'il y avait beaucoup de retard sur le nucléaire. Donc, on a décidé de se rééquilibrer. Mais Nathalie peut compléter ce que j'ai dit avec la précision qui est celle du ministre de l'Environnement. Mais Monsieur le Président, vous avez tout dit. On pousse sur les énergies renouvelables au maximum en fonction de leur degré de maturité. Donc, l'éolien à terre est très mature. L'éolien en mer, ça arrive et on s'organise pour que ce soit une filière d'excellence en France, avec la création d'emplois en France. Monsieur le Président, vous avez pris la décision de lancer un appel d'offres sur 3 gigawatts. Cet appel d'offres sera lancé à la fin du mois de mai.
sur l'éolien en mer. Il y a d'autres énergies qui arrivent juste à maturité et là on commence à investir dessus, par exemple sur la méthanisation. Alors dans les installations agricoles, les installations de méthanisation de proximité, on vient de lancer un tarif de rachat de l'électricité produite avec ces installations et un tarif de rachat du biogaz injecté directement dans le réseau qui est extrêmement prometteur. Et puis il y a les énergies sur lesquelles c'est encore assez ouvert, on en est au stade de la recherche. Et là, ce sont par exemple les 1 milliard d'euros investis dans les instituts de l'énergie décarbonée ou les 250 millions d'euros, Monsieur le Président, dont vous parliez. Merci Nathalie. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre, merci Messieurs. De ce pas, nous ouvrons maintenant le troisième et dernier temps fort de la table ronde, consacré cette fois à la politique énergétique et au mix énergétique. 2 intervenants, comme pour les précédents temps forts. Le premier d'entre eux, M. Henri Proglio, président-directeur général d'EDF. Le second, M. Christophe de Margerie, président-directeur général de Total. Messieurs, vous avez la parole. Monsieur le Président, d'abord, merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Je crois que tout le groupe EDF vous en témoignera de sa reconnaissance. Merci, Madame la Ministre, merci, Monsieur le Ministre, de votre présence également. 2 mots simplement sur EDF. EDF est l'opérateur de service public en matière électrique, numéro 1 mondial. Et je voudrais le rappeler parce qu'au fond, quand on parle de production d'énergie, c'est une des parties du métier d'EDF. Il y en a d'autres. EDF va de l'amont, c'est-à-dire de la production, jusqu'au consommateur, en passant par les réseaux, et notamment les réseaux intelligents. Et donc, c'est cet ensemble-là qui constitue la force de cette entreprise, qui par ailleurs s'enorgueillit d'avoir maintenu très fermement ses valeurs de service public, et celles qui l'ont animé depuis le départ. En matière de production, le mix, puisque c'est ça la question qui se pose, que propose EDF est un mix évidemment adapté au pays, et la réponse ne sera pas la même effectivement en France que dans d'autres pays d'application. Je pense notamment à la Grande-Bretagne, aux pays d'Europe centrale, aux États-Unis ou à l'Asie, et appelle à l'ensemble des compétences, parmi lesquelles la fierté d'EDF, c'est bien entendu sa référence nucléaire, qui fait d'elle le principal opérateur nucléaire dans le monde, le plus grand architecte ensemblier, concepteur, constructeur, opérateur qui existe aujourd'hui, et ce, avec vocation à continuer l'investissement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, à la fois dans les technologies, en même temps dans la sûreté des installations, qui feront que la référence d'EDF sera sans nul doute, demain, plus précieuse encore qu'elle l'est aujourd'hui. Car finalement, ce que nous cherchons, c'est à desservir et à offrir à nos clients une énergie propre, une énergie de qualité, une énergie compétitive, une énergie qui permette d'être un des atouts compétitifs du territoire par rapport dans la concurrence internationale. Alors ça couvre l'ensemble des systèmes de production. J'ai parlé du nucléaire et encore une fois on est ici aujourd'hui à Gravelines pour attester de la qualité et de l'effort qui a été fourni par l'ensemble des équipes d'EDF depuis 50 ans dans ce domaine et pour rappeler ce qu'est cette référence formidable du nucléaire mondial. Mais EDF, c'est aussi l'hydraulique, n'oublions pas, dans les énergies renouvelables, on a tendance à oublier l'hydraulique, qui est une formidable énergie totalement renouvelable. EDF a marqué de sa présence l'énergie hydraulique et continue. J'ai inauguré il y a maintenant moins de 3 mois le grand barrage de Namten au Laos, qui est la référence mondiale en matière de développement durable la plus achevée. Et puis nous avons lancé en France, plus près de chez nous, un développement hydraulique actuellement en Corse qui va être réalisé dans les années qui viennent. Donc l'hydraulique est un grand métier. Nous avons également développé les énergies propres à partir de charbon. Nous allons réaliser la plus importante et la plus moderne des centrales à charbon ultra propres en Europe centrale. Dans les mois qui viennent, on lancera cette réalisation. Nous avons évidemment un engagement très fort dans les énergies renouvelables que nous avons renforcé encore récemment, et nous sommes l'opérateur français le plus important dans ce domaine, et nous avons des développements partout dans le monde à ce titre-là, à la fois dans l'hydraulique, dans le solaire, dans les éoliennes, onshore ou offshore. Et puis nous avons également développé une activité de gaz pour compléter le mix énergétique du groupe. Et le groupe a pris l'initiative et la décision de construire un important terminal méthanier ici à Dunkerque. Cette décision vient d'être confirmée.
Nous allons réaliser un investissement de plus d'1,5 milliard d'euros, qui sera un investissement considérable, qui va à la fois obéir à une stratégie globale du groupe en matière énergétique et en matière gazière, et en même temps participer au développement de l'économie locale de façon très significative. Je parle sous le contrôle de Michel Delbar, ici présent. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire en quelques mots sur l'activité d'EDF. Ce que vient de dire Henri Pogliot, je le remercie, c'était un engagement que j'avais pris vis-à-vis de Dunkerque, de ses élus, de son maire, au moment où nous avons eu à affronter, avec Christophe de Margerie, que je remercie, et Henri Pogliot, la fermeture de la raffinerie des Flandres. C'était un moment douloureux. Je ne reviendrai pas sur ce moment douloureux, sur l'analyse que nous faisons des surcapacités françaises en la matière, sur les problèmes que nous avons eus pour réformer les ports. Tout ceci a créé un contexte. Bon. Et j'avais promis à Dunkerque que nous ferions, et à ses élus, un investissement majeur, et c'est donc aujourd'hui pour moi l'occasion de confirmer l'installation du terminal méthanier et les activités développées par Total, mais Christophe en parlera, notamment l'implantation d'un pilote pour les biocarburants de deuxième génération. Je crois que ce sont des éléments très importants pour la réindustrialisation de cette zone de Dunkerque et du Dunkerquois. Par ailleurs, Total, je les en remercie, a pris des engagements pour le port de Dunkerque, auquel j'accorde une grande importance. Ça ne veut pas dire que je n'accorde pas d'importance à Calais, au Havre, à Rouen, et on fait le tour jusqu'à la Méditerranée. Mais c'était important pour moi de venir, bien sûr pour le nucléaire, mais pour également dire cela parce que la région du Nord-Pas-de-Calais a beaucoup souffert de la crise. Et c'est très important que des régions qui souffrent aient des raisons d'espérer. Plus on a souffert, plus on doit avoir des raisons d'espérer. C'est une région que je connais bien, je suis venu très souvent ici, pas simplement à Sangatte, même si je suis venu souvent à Sangatte. Parce que je n'ai pas voulu vous laisser seuls, ce n'est pas parce que vous êtes des gens généreux, vous les gens du Nord-Pas-de-Calais, très généreux. Et je ne connais pas une région qui aurait réagi avec tant de générosité et tant de calme à ce qu'a connu le territoire à l'époque de Sangatte. Je ne connais pas une région avec tant de calme et tant de générosité. Et moi, j'estime que ça crée un devoir pour l'État. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu venir à Gravelines. Parce que c'était votre région et parce que c'est la centrale nucléaire la plus importante d'Europe de l'Ouest. Et c'est pour ça que je tenais à ce terminal méthanier. Bon, il s'agit de deux grandes entreprises françaises qui ont décidé d'investir, mais ce que je ne veux pas que les gens soient désespérés. Comprenez-moi, comment je peux maintenir des raffineries s'il y a une surproduction de produits raffinés en France? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un bon service à rendre. C'est pas vrai. De la même façon que j'ai dit aux Messins, on va vous aider à vous développer, mais je ne peux pas vous garantir le maintien de toutes les garnisons comme à l'époque où il y avait le service militaire. Mais tiens, allez, on leur a délocalisé l'Institut de la statistique et ils vont investir dans une filière universitaire sur la mathématique, les statistiques, etc. Bien, voilà. J'estime que votre région, cette ville, ce territoire, avec ce terminal méthanier, c'est mieux que d'avoir une raffinerie dont chacun sait qu'elle est maintenue à flot pour des raisons artificielles. Merci, Monsieur le Président, parce que vous avez abordé le sujet de l'énergie mixte par la partie la plus difficile, c'est-à-dire la fermeture d'un site, non pas d'un établissement, mais d'une raffinerie. Et nous avions pris l'engagement, j'avais pris l'engagement avec vous, de venir ici à Dunkerque. Très honnêtement, je pensais qu'on viendrait un peu plus tard, ce qui m'aurait permis de vous montrer que nous étions encore plus avancés que nous ne le sommes. Enfin, je crois que nous avons fait déjà, de très gros progrès. Je ne voudrais pas revenir sur... Pour annoncer ça, n'est-ce pas?
Je ne voudrais pas revenir sur la raison qui ont fait qu'on a été amené à fermer cette raffinerie, mais j'étais ce matin avec mes équipes, avec mes salariés, avant de revenir à cette table ronde, et c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est l'envie de tourner la page, et c'est l'envie de rêver et de retrouver le goût au travail. C'est le message que j'ai reçu, j'allais dire, en plein dans la figure, avec beaucoup d'honnêteté et d'attente. Voilà, donc le message, je leur ai dit, écoutez, c'est très clair, il faut tourner la page, ça ne veut pas dire oubli, ça ne veut pas dire mémoire, mais effectivement tourner la page vers maintenant de nouveaux horizons. Et ces nouveaux horizons, c'était pas simplement tenir nos engagements en termes de non-licenciement, ceci est fait, c'était pas non seulement aussi de faire ce que nous devions faire de toute façon, mais c'est d'aller plus loin et de recréer effectivement une forme de morale et d'entreprise. Et ça rejoint l'énergie mix. Ça, c'est effectivement les projets dont vous avez parlé, surtout en termes de recherche, c'est-à-dire alors un projet qui s'appelle Beauty Fuel, mais c'est un jeu de mots, c'est Beauty Fuel, en fait, ça veut dire superbe en anglais. J'espère qu'il sera aussi superbe en termes de recherche, mais c'est du gazole à partir de biomasse, c'est du charbon plus propre, et puis c'est maintenant surtout l'engagement avec Total Développement Régional de trouver 500 emplois, j'allais dire dans le Dunkerquois, et là dans tous les secteurs. Et ça, cet engagement, Monsieur le Président, Messieurs les maires, ou Madame les maires, nous tiendrons nos engagements. Alors sur l'énergie mix, rapidement, bien d'abord nous travaillons pas mal avec EDF, et vous savez que notre slogan chez Total, c'est énergie d'abord pour nos clients. Et toute énergie. Bien sûr, Total est plutôt spécialiste dans les énergies fossiles, comme EDF dans le nucléaire, mais de la même manière que nous avons décidé de rejoindre EDF sur Panly quand cela sera décidé, ou bien évidemment de les rejoindre dans le terminal méthanier que nous avons soutenu de près aux côtés toujours d'EDF, eh bien nous réfléchissons à d'autres formes d'énergie qui viennent compléter le panel, parce que ce qui risque d'arriver, c'est pas simplement le problème de pétrole, c'est d'énergie au total, sans faire de jeu de mots. Et vous savez que nous venons de lancer une opération sur une grosse acquisition d'une société solaire aux États-Unis, avec l'idée très claire, c'est de faire du solaire vraiment, non pas simplement un gadget, mais un véritable développement industriel. Donc voilà, derrière des mots, il y a des faits. On va continuer avec EDF, avec d'autres, et en particulier sur ce terminal méthanier dont on a beaucoup parlé, et je suis très content d'apprendre que EDF a pris une bonne décision, et que bien évidemment, comme on se l'est déjà dit, nous allons suivre dans les tout prochains jours. Donc merci beaucoup. Merci Christophe de Margerie. Le ministre de l'Industrie, Éric Besson, suivra ce projet, parce qu'en plus, comme tous les nouveaux projets industriels, je dis à Jean-Pierre Decolle que ça n'a pas été inutile de poser 3 questions d'actualité au maire de Dunkerque, aux élus, mais vous savez, pour moi, quelles que soient les sensibilités politiques, c'est de dire à une population qui a été durement éprouvée, voilà, il y a 500 emplois qui arrivent. Voilà. C'est ça qui compte. Et moi, je crois en l'industrie. J'ai toujours cru. Je pense que l'industrie, c'est pas démodé, c'est pas fini. Je conteste ceux qui disent du mal des usines. Le jour où il y aura dans nos villes que des jardins, des espaces verts, des fleurs, où est-ce qu'on ira travailler et où est-ce qu'il y aura du travail pour nos enfants? Je conteste l'idée que les usines, ça serait laid. Je pense que la meilleure sauvegarde d'une région, c'est que les gens puissent y vivre, y travailler, élever leur famille, aimer ce territoire, y rester, le protéger. Mais ce n'est pas de refuser la croissance et l'activité économique. C'est très bien de penser à la biodiversité. Nathalie sait que je suis très engagé, mais dans la biodiversité aussi, il y a la diversité humaine, quoi. Ça compte aussi, les femmes et les hommes. Bon. Et parfois, j'ai l'impression que certains oublient complètement cette réalité. Un dernier mot.
j'ai demandé à Nathalie Kosciusko-Morizet de s'engager dans ce qu'on peut appeler la sobriété énergétique, c'est-à-dire les économies d'énergie. Alors parce que quel que soit le choix du mix énergétique, Christophe et Henri, la question de la sobriété énergétique, de l'efficacité de nos bâtiments, du gâchis d'énergie gigantesque auquel nous nous livrons, c'est une question centrale et j'ai demandé à la ministre d'organiser une sorte d'acte 2 du Grenelle sur la sobriété énergétique. Parce qu'au fond, l'énergie c'est capital, mais alors il y a les partisans du nucléaire, mais je crois qu'on peut rassembler tout le monde sur la sobriété énergétique. Et alors, je dis d'ailleurs à tous ceux qui participeront à ce débat et aux décisions que nous allons prendre, mettez de côté vos divergences sur le nucléaire. Mais que vous soyez pour le nucléaire ou contre le nucléaire, la question de la sobriété énergétique se pose d'une manière comme d'une autre. Et on aurait grand tort de ne pas mettre cet engagement comme majeur. Et nous avons un engagement très lourd, c'est de diminuer la consommation d'énergie de la France de 20% d'ici à 2020. C'est donc un engagement très fort. Et moi, j'estime que, indépendamment de ce qu'on vient de décider ici, ce matin, on peut rassembler tout le monde sur la sobriété énergétique. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je remercie les élus qui sont ici de leur participation, le Premier ministre Pierre Mauroy, le maire de Calais, enfin tous les élus qui sont ici. Mais je crois que c'est très important ce que nous avons fait, parce que c'est vraiment au cœur de ce qu'on appelle l'intérêt général pour notre pays. Merci à tous.